Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce mercredi soir. Aujourd'hui, on a un thème très intéressant qui est la littérature jeunesse. Donc, c'est un thème passionnant qui me passionne et qui passionne beaucoup de personnes. Et pour parler de ce thème, j'ai une invitée spéciale ici, Madame Ingrid Lecourt. Bonsoir Ingrid. Bonsoir Patrick, Comment vas-tu? très bien. Merci de Ça va l'invitation. bien? Ah, de rien, ça fait plaisir. Merci à toi d'avoir accepté. Pour parler un peu, pour débuter, peux-tu nous parler un peu de toi, ton cheminement professionnel? En fait, moi, je suis bibliothécaire scolaire. Donc, je travaille dans des bibliothèques scolaires. Je suis au Centre des services scolaires de Laval. Donc, pour la petite histoire, j'ai un bac en enseignement secondaire. Donc, je fais partie des statistiques. Je suis une enseignante qui a abandonné la profession avant 5 ans. Donc, ensuite de ça, je suis allée faire une maîtrise en sciences de l'information parce que c'est ce que ça prend pour être un bibliothécaire, ça prend une maîtrise. Donc, suite à la maîtrise, ensuite de ça, j'ai roulé ma bosse un petit peu. J'ai travaillé beaucoup en bibliothèque universitaire. Puis, en 2009, je suis arrivée au Centre de services scolaires de Laval comme bibliothécaire. Donc, je suis là, ça fait 12 ans maintenant. Ah, ça fait quand même plusieurs années. Selon l'article récemment de la presse qui s'intitule Lire et laisser mourir, il nous parle du processus d'élagage. Peux-tu nous éclairer un peu sur qu'est-ce que le processus d'élagage et est-ce que les bibliothèques scolaires en font aussi? Oui, en fait, l'article de Sylvain Sarrazin nous explique un petit peu qu'est-ce que c'est. En fait, il nous parle des bibliothèques, comme par exemple du réseau des bibliothèques publiques de Montréal, puis de la grande bibliothèque. En fait, le réseau des bibliothèques publiques, ils nous disent qu'ils retirent chaque année 230 000 à 300 000 livres par an, puis la grande bibliothèque, c'est 80 000 livres par an qui sont retirés. En fait, le processus d'élagage, c'est un processus qui sert à garder les collections des bibliothèques actuelles, attrayantes, puis vivantes, puis aussi à faire de l'espace. En bon français, c'est qu'on enlève les livres qui sont abîmés ou désuets pour faire de la place pour les nouveaux livres. À un certain moment donné, dans l'article, ils disent que les murs ne sont pas élastiques. C'est en plein ça. À un moment donné, quand on rentre des livres, il faut en sortir aussi. Je vais raconter une petite histoire là-dessus. J'étais en train de faire, parce que dans les bibliothèques scolaires, là, pour répondre à ta question, excuse-moi, Oui, on fait oui. aussi des élagages. Pas à tous les ans, mais on en fait quand même périodiquement. Et puis, je me souviens une année, j'étais en train de faire un élagage dans une bibliothèque qui en avait drôlement besoin d'ailleurs. Et puis, il y avait des piles de vieux livres poussiéreux partout sur les tables. Puis là, il y a un petit ami qui est un petit peu hardi, puis là, il voit qu'il se passe quelque chose dans la bibliothèque, puis il y a une madame qu'il ne connaît pas, c'est-à-dire moi, qui est dans la bibliothèque, puis là, il vient prendre des nouvelles, tu sais, puis là, il regarde, il examine, puis là, il regarde, puis il me dit « Ah, il dit, vous avez acheté plein de nouveaux livres! » Et là, je regarde, mais il y a des piles, ça a l'air d'un chantier. Tu sais. Puis là, je regarde les livres sur les tables, je sais sûrement pas de ça dont il parle parce que c'est définitivement là, des vieux livres, là, tu sais, ça tombe en lambeaux. Là. Puis ils sont gris, ils sont poussiéreux. Je dis, mais de quoi il parle? Je ne comprenais pas. Et là, tout à coup, je m'adonne à regarder les rayonnages des bibliothèques. C'est Hmm. que lui, il a vu les rayons de bibliothèque qui étaient moins garnis, mais ce qu'il y avait dedans, par exemple, était beau et attrayant. OK. Donc là, il y a, dans sa tête à lui, on avait des nouveaux livres. C'est parce que ces livres-là étaient là déjà, mais il ne les voyait pas parce qu'ils étaient, ils croulaient sous le poids des livres, visuellement, en fait, des livres qui étaient moins beaux. Fait que moi, j'appelle ça la théorie de la vente-garage. Oui. La théorie de la Effectivement. vente-garage, c'est tout simplement si tu passes en auto, puis tu arrives devant une maison où il y a plein d'affaires, ça a l'air vieux, ben Oui. tu vas passer ton chemin. Tu arrives à une autre maison, il y a juste une vingtaine de trucs, mais c'est tout du neuf. Ben, tu vas stationner puis tu vas aller voir. Fait que la bibliothèque, c'est un peu ça aussi. À un moment donné, il faut qu'on fasse le ménage parce que une bibliothèque scolaire, surtout, c'est pas un entrepôt. C'est là pour donner le goût de lire aux élèves. Fait qu'on utilise des critères. Mais pour la quantité enlevée, par contre, j'ai pas de chiffres parce qu'on n'a pas les effectifs, nous, en scolaire, là, pour tenir ces statistiques-là. Mais on utilise des critères aussi pour retirer des livres. Tu sais, exemple, des livres qui sont désuets. Tu sais, un livre sur les ordinateurs de 2005, Oui. c'est plus très bon, on les retire. Des livres qui sont moins appréciés, qui sont moins lus. Moi, je me souviens, les premières années que je suis arrivée au centre de services scolaires, je retirais des bibliothèques la Bible en papier de Claude Lafortune. Donc, les OK. gens là, qui ont un certain âge se souviennent d'avoir écouté ça les dimanches matins. C'était pas beaucoup lu. Ou bien les contes pour tous. Les OK. contes pour tous, on a grandi avec ça. Puis c'était le fun. Mais maintenant, les enfants regardent plus ça. Puis là, les livres sont tous beaux. Hein? Les coins sont impeccables, sont beaux, 999.
Mais il y a une raison pour laquelle ils sont beaux, 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 puis 999, c'est parce qu'il n'y a personne qui les lit. Oui, ça explique beaucoup de choses. Oui, c'est ça, exactement. Ou bien des livres parfois qui ont en doublon, mais que ça donne rien d'en avoir deux parce que c'est pas un best-seller. C'est un livre complètement banal, mais on a deux. Pourquoi deux? Bon, on enlève un, tout simplement. Ou des livres qui sont trop abîmés, qui ont été réparés puis réparés à un moment donné. Des fois, il y a plus de ruban sur le livre que de papier. Bien, à ce moment-là, on peut dire que le livre, il a vécu sa vie de livre. Fait qu'à ce moment-là, on retire les livres. Puis, il y a les livres aussi qui ont été souillés. Fait que, à ce moment-là, des livres là, qui ont été de la nourriture dedans, de l'eau, du liquide. Il y a même des livres, des fois, qui ont servi de Kleenex. Oui, ça fait mal, ça fait mal. Mais ces livres-là, on les retire aussi. Puis, qu'est-ce qui arrive justement avec tous les livres que vous retirez? En fait, ça dépend de la raison pour laquelle il a été retiré. Il y a plusieurs critères. Fait qu'il y a comme deux catégories de livres retirés. D'abord, il y a les livres qui sont souillés. Donc, c'est des livres qui n'ont pas de deuxième vie possible. Donc, exemple, j'ai un livre qu'un élève qui s'est mouché dedans. Non, on ne le conservera pas. Des fois, on trouve même des livres dans lesquels il y a eu de l'eau et des fois, on trouve même des moisissures, des champignons. Fait que tous les livres souillés, c'est une question de salubrité pour lesquels on les retire. Et ces livres-là, ils ne peuvent pas avoir de deuxième vie possible. Okay. Par contre, les livres qui sont quand même en bon état, donc c'est l'exemple de ceux qu'on donnait, par exemple, qui sont désuets ou qui sont moins appréciés, par exemple. À ce moment-là, ceux-là, on peut leur donner une deuxième vie. Comme par exemple, ça peut être en classe. Donc, à ce moment-là, il y a moins de compétition en classe que dans la bibliothèque où c'est juste du livre neuf. En classe, il y a moins de livres, puis les livres sont parfois moins récents aussi. Donc, il y a moins de réutiliser ces livres-là. Souvent, c'est des super de bons titres. C'est juste qu'ils ne sortent pas parce qu'ils sont moins attrayants, ils sont plus vieux visuellement. Okay. Puis aussi, par exemple, ça peut être les croque-livres. Il y a des gens qui font de la lecture en plein air, ce genre de choses-là. On va les mettre à disposition pour ça. Oui, des fois, il y a des organismes de charité aussi qui les prennent. Fait qu'à ce moment-là, si le livre n'est pas souillé, on lui offre la possibilité de servir encore, mais pas dans la bibliothèque scolaire, où on conserve vraiment ce qui est le plus attrayant. OK. Parfait. Pour les jeunes, là, si je me place comme si je serais un jeune, quels sont les bons livres là, pour eux, là, selon toi? Ah oui. C'est quoi un bon livre, finalement? Parce que oui, on regarde juste ce qui est le mieux, mais c'est quoi un bon livre? Effectivement, c'est une question. Dans le fond, il ne faut pas confondre, en fait, l'élève avec un adulte. Moi, je pourrais être la grand-mère de plusieurs de nos élèves. Alors, moi, chez moi, à la maison, j'ai tous les Astérix. Mais tu sais, les élèves aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils lisent. Les élèves, ils vont lire la Jean-Jean et les légendaires. Ils vont lire du manga. Ils vont lire toutes sortes de choses que, moi, ma génération, puis en plus, là, je parle d'Astérix parce que moi, je lisais à la maison, mais mon père aussi les a lus. Les jeunes, il faut vraiment se mettre dans leur peau et se dire, moi, si j'étais un jeune, qu'est-ce qu'il lit, mon jeune? Il fait quoi, mon jeune? Ils sont très, très différents de nous. Il y a une génération, 2 générations qui nous séparent, mais on n'est vraiment pas au même endroit. Donc, premier critère, là, c'est est-ce que le livre il est attrayant? Est-ce qu'il est beau? Est-ce que quand je lis ce livre-là, est-ce que je vis une émotion? Si je le lis, je fais « Ah, c'est drôle » ou je vis quelque chose, à ce moment-là, c'est un beau livre, c'est un bon livre. Si, par exemple, on dit « Ah, mais oui, mais Ingrid, il ne faut pas juger les livres à leur couverture, parce que les livres, ils sont tous différents. Il faut prendre la chance puis leur laisser le temps d'être lus puis d'être appréciés. » Honnêtement, on fait tout ça, nous, juger les livres par leur couverture. On va à la bibliothèque, qu'est-ce qu'on fait? On regarde un petit peu, on vérifie. Ah, ça là, il a l'air bon. Pourquoi il a l'air bon? Pourquoi? Parce que la couverture est attrayante. Mais les enfants font la même chose que nous. Comme nous, on le fait, mais on n'est pas pour blâmer les enfants de le faire aussi. Puis, je dirais même, c'est le même comportement quand on est au restaurant. Tu sais, on regarde passer une assiette. Ah, ça a l'air bon. C'était quoi? Ah, je pense que c'était une pizza. Ça a l'air bon. Mais c'est vrai, on fait ça. Puis alors, les enfants, c'est la même chose. Il faut que ça ait l'air attrayant. Tu sais, dans le fond, là, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. C'est pas vrai qu'on va leur donner le goût de lire avec quelque chose qui est boboche. Même si le texte il est super bon, il faut que ce soit attrayant, il faut que ça leur parle. Fait qu'un bon livre, c'est d'abord un livre qui va créer une émotion chez l'élève. Oui. Est-ce que tu as des coups de cœur de livres ou de séries de littérature jeunesse? J'en ai plein. La littérature jeunesse, honnêtement, quand je connaissais, au début, quand je ne connaissais pas ça, moi, j'ai du milieu universitaire puis du milieu public aussi un peu. J'avais aucune idée de ce que c'était, puis j'ai appris à adorer ça. Il se fait tellement de belles choses. Mais il faut que je me limite puis que je me calme un petit peu. Fait que j'ai décidé de présenter là, des choses qui sont peut-être un petit peu plus limitées dans le temps, mais qui vont quand même servir tous nos clients. Comme par exemple, j'avais ciblé une petite série de documentaires
qui s'appelle tout simplement National Geographic Kids. C'est en français et ils ont plein de livres dans cette collection-là, mais ils ont une petite série de livres gradués. Et je les aime beaucoup. Un, c'est du documentaire. Donc, souvent, on est porté à lire plus de la fiction, là, des livres qui racontent des histoires. Documentaire, c'est vraiment un genre. Puis, il y a des élèves pour qui ça parle. On a une curiosité sur un sujet. On peut trouver plein de trucs. Puis, un beau documentaire bien fait avec des belles illustrations, ça vaut la peine. Et c'est le cas des National Geographic Kids. Les images à l'intérieur, c'est des photos qui sont splendides. Ils sont gradués. Alors, attention, qui dit lecture graduée ne dit pas nécessairement carnet de lecture. Qui dit gradation, dit tout simplement lecteur défini. C'est tout ce qu'il faut comprendre là-dessus. Donc, le niveau 1, c'est la première année. Jusque-là, ça va bien. C'est vraiment plus un carnet de lecture. Niveau 2, c'est pas mal de la deuxième année. Et le niveau 3, selon les sujets, c'est de la troisième ou quatrième année, parce qu'il y en a là, au niveau du vocabulaire, c'est plus complexe, puis les concepts qui sont apportés là, sont un petit peu plus avancés. Et ça, j'ai adoré. Ensuite de ça, il y a Bichon. Bichon, il y a 3 tomes présentement qui sont sortis. C'est une petite bande dessinée. J'adore Bichon. Est-ce que tu connais Bichon, Patrick? J'ai déjà entendu ce nom-là, mais je ne connais pas vraiment plus. Il me semble que tu travaillais vraiment avec les petits au premier cycle. Fait que là, je me dis peut-être que tu connais la bande dessinée parce que c'est vraiment du premier cycle. C'est deuxième année puis un petit peu troisième. Les autres suggestions que j'ai, là, c'est pour des plus vieux. Fait que Bichon, honnêtement, c'est un des ouvrages qui est extraordinaire. Ça se prête vraiment bien à l'éducation à la sexualité. Ça a d'ailleurs été approuvé par nos sexologues chez nous. Là, ils ont consulté les 3 tomes. Et puis, en gros, Bichon, c'est quoi? C'est un petit garçon qui, son personnage préféré dans la vie, là, son personnage de fiction préféré, c'est une fille qui a fait de la magie. Fait que Bichon, il trippe vraiment sur cette fille-là, c'est son personnage. Puis Bichon, il aime ça, s'habiller comme son personnage, mettre des robes, puis faire comme ça. Alors là, on voit venir là, vraiment tout de suite là, dans l'univers LGBTQ+. Et puis, mais il n'y a pas de mots qui est utilisé dans les histoires de Bichon et c'est ça qui est fantastique. Il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de classement ou d'étiquette ou de quoi que ce soit, c'est juste Bichon qui aime les filles. Fait que lui, il aime ça, les filles, puis les robes, puis jouer à prendre le thé. Puis, c'est vrai, Bichon aime beaucoup, beaucoup son voisin qui s'appelle, je crois, Jean-Marc. Fait que Bichon, il adore Jean-Marc. Fait que on est juste dans l'univers de Bichon, puis dans ce qu'il vit, tout simplement. Fait que c'est très simple, c'est très premier niveau, mais ça dit tout. Et visuellement, c'est splendide. Fait que là, les autres, mais là, peut-être que tu connais moins, les autres, c'est pour les plus vieux. Les autres, que je retiens ce matin, c'est Escapade virtuelle, qui a déjà 5 tomes de sortie. Ça s'adresse à la 4e, 5e année. J'ai choisi cette série-là parce que c'est québécois, pour commencer. Puis, c'est un petit côté pédagogique dedans, mais pas trop. Fait que des fois, les livres sont très pédagogiques. Puis, il y a comme plus d'histoire. Là, on est là, puis on donne la leçon quasiment. Mais non, ça, on vit vraiment une aventure. En fait, tout simplement, c'est que c'est 2 héros, un héros et une héroïne. Puis, je crois que le père de la jeune fille travaille dans les jeux vidéo. Puis, à un moment donné, il dit, écoute, il y a des jeux qui sont à tester, touche pas, sont en développement, puis tout ça. Puis, il n'y a rien pour tenter un enfant que de dire touche pas. Fait que nos 2 amis testent le jeu vidéo et ils se retrouvent dans l'univers des jeux vidéo. Alors, le premier, ça passe en Égypte, il y en a un qui se passe en Grèce, il y en a un qui se passe à l'époque des Vikings. Fait que, puis le premier aussi même, il y a même un petit dossier complémentaire d'informations à la fin du roman. Fait que c'est super bien fait, c'est québécois, moi j'adore. Fait que ça, c'est pour 4e, 5e année. Puis je termine avec Nevermore, qui est pour les 5e, 6e année. Là, on est un petit peu plus épais par contre, mais on est rendu à 3 tomes, c'est Escapade virtuelle, il y en a 5. Nevermore, le 3e s'en vient. Est-ce que c'est en anglais ou en... Oh, c'est en français. Okay. Le nom, il sonnait plus en anglais. Donc... Mais c'est l'univers, c'est Nevermore. Okay. Fait que c'est ça que j'ai pris ces séries-là parce que ça fait déjà un petit bout qui roule puis il y a plusieurs tomes. Quand il y a juste un tome puis qu'on a des élèves, souvent ils vivent un deuil quand la série est complète, ils savent plus quoi lire. Oh mon Dieu, j'ai fini cette série-là, je sais plus quoi lire. Puis aussi, les autres amis aussi veulent lire. Fait que quand il y a déjà plusieurs tomes, on étire le plaisir, c'est plus plaisant. Ouais. Donc Nevermore, on est au 3e tome. C'est de calibre Harry Potter. Honnêtement, l'univers qui est décrit là-dedans, c'est du fantastique. L'univers est hyper crédible. On embarque quand même bien. En fait, c'est que l'héroïne de Nevermore, là, elle croit qu'elle a un maléfice là, sur sa tête. Elle est destinée pour mourir à telle date. Puis tout le monde est convaincu qu'elle porte malheur. Puis dans un univers parallèle, elle est transportée dans un endroit où existe la magie, finalement. Puis, ben là,
évidemment. Ben non, je vais pas vous cacher le punch, mais on découvre que les gens ont un don, elle n'en a pas encore, mais elle va finir par trouver son don. Il y a des bons, il y a des méchants, etc., etc. Mais c'est solide, c'est bien écrit, on embarque rapidement dedans et je suis étonnée que ce ne soit pas plus connu parce que honnêtement, c'est vraiment un petit bijou. Mais là, je m'arrête. C'est bon. Tu nous as donné plusieurs suggestions, donc je pense qu'on a l'embarras du choix pour découvrir des nouvelles séries. Donc, à ton avis, Ingrid, si je me ramène dans une classe de primaire, quel type d'activité une enseignante ou un enseignant peut faire autour d'un livre de littérature jeunesse? Dans le fond, là, sky's the limit. Okay? Ça dépend vraiment de la créativité de la personne. Il y a une chose, par exemple, que je suggérais, une erreur, mettons, que j'essaierais de dire de ne pas faire. C'est de dire, ah, moi, je veux faire telle affaire, quel livre me permettrait de faire tel truc? Les livres n'ont pas été écrits comme ça. Ce sont des auteurs, là, c'est des gens qui font de la création, ce sont des artistes. Donc, ils n'ont pas un objectif pédagogique quand jeunesse qui est lié avec le livre. Ils ont écrit une histoire. C'est ça leur démarche. Moi, je suggérais vraiment de faire autre chose. Dire, hey, j'ai trouvé un super bon livre, c'est vraiment bon. Comment je vais l'exploiter? Fait que dans le fond, pas trouver l'objectif et dire quel outil va me permettre de le faire, mais trouver j'ai un outil merveilleux et voici comment je vais pouvoir utiliser mon outil. Un, on a des résultats beaucoup plus intéressants, puis deux, ben, c'est beaucoup moins casse-tête pour commencer. Fait que maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Honnêtement, on peut faire n'importe quoi. Au début de ma carrière, je faisais beaucoup d'animations dans les classes, entre autres avec la littérature jeunesse, avec des romans, des albums, des documentaires aussi. Fait que par exemple, avec tout ce qui est la fiction, on pourrait tout simplement prendre notre bibliothèque de classe, faire lire nos élèves, puis établir des thèmes, des thématiques, mais avec les mots des élèves. Exemple, nous, à l'époque, on avait une thématique qui s'appelait Famille et amis. Donc, tu sais, tous les livres sur les relations interpersonnelles, mais famille et amis, les élèves comprenaient. Puis là, on s'était trouvé un petit icône qui permettait d'identifier les livres famille et amis. Des livres d'aventure aussi. Fait que des livres où on vit des péripéties. Ensuite de ça, les livres imaginaires. Donc, des choses avec la magie, des dragons, etc. C'était des livres imaginaires. Là, les élèves, quand ils lisaient les livres, étaient capables d'identifier la grande catégorie. On pouvait les identifier comme ça avec une icône. Les livres étaient classés avec ça en classe, donc dans les livres de classe. Puis, un élève qui avait ensuite de ça un goût ou une intention de lecture pouvait facilement se repérer avec les catégories qui avaient été faites en classe, tout simplement. On faisait comme une pierre deux coups en même temps. Ça, c'était le fun. Avec les documentaires, on peut faire plein de choses, honnêtement. On les sous-estime souvent, mais ils sont tellement le fun. On peut faire une chasse au trésor, par exemple, avec un documentaire, avec apprendre à utiliser la table des matières puis l'index. Puis, on montre notre activité de sorte qu'au niveau de l'information à trouver, ce soit un factoïde intéressant. Donc, exemple, je ne sais pas, moi, j'ai découvert c'était quoi un pika. Un pika, c'est un super de cute animal qui ressemble mi-lapin, mi-chien de prairie, mais c'est vraiment mignon. Mais ma question était structurée que l'élève, à la fin, il arrivait sur un animal cute, ou un animal qui fait peur, ou un animal qui est intéressant, ou un fait qui faisait wow. Donc, on crée l'activité de sorte que l'élève va manipuler les livres, va utiliser la table des matières, il va utiliser l'index, mais il arrive à un résultat qui est le fun. Ce qu'on peut faire aussi, c'est... j'avais une activité de lecture qui était tellement le fun dans mes documentaires. C'était des livres sur les jeux. C'est comment des tours de magie, des trucs à dessiner. J'en avais un sur les mathématiques. On prenait un ruban, puis on mettait une trombone dessus, puis là, ça pouvait voler. C'était super le fun, les élèves. Il y avait du fun avec ça. Un hélicoptère que je pouvais faire aussi avec du papier que je découpais. Ensuite de ça, un ruban de Moebius, pour ceux qui font des maths, c'est un ruban infini. Donc, on montrait comment le faire, puis on le découpait. Puis là, le jeune se rendait compte qu'on pensait qu'on avait 2 anneaux, mais non, ça n'en faisait qu'un seul, ou l'inverse, je ne me souviens plus. Mais j'avais tout exploité des choses qu'il y avait dans des livres, puis je donnais le matériel aux élèves. Puis souvent, c'était pas compliqué, c'était ciseaux, papier, crayon. Pour mes tours de magie, j'avais un foulard de plus. Mais le jeune, lui, il était en situation de lecture, puis il ne le savait pas. Parce qu'il lisait ce qu'il y avait dans le livre. Puis je lui donnais le matériel, puis je lui disais, réalise l'activité. En situation de lecture. Fait que des fois, oui, il y avait des questions, mais quand il y avait une question, j'éclairais avec lui, puis sinon, je le référais au texte. Il était juste à côté. Mais ils étaient très motivés. Fait que, c'est le genre de truc qu'on peut faire. Fait que dans le fond, je vous dis, là, vraiment, les livres, là, c'est au-delà. Là où notre créativité nous mène, ben, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, tu peux être en action en lisant un livre. Donc, c'est intéressant quand même. Définitivement.
J'ai une dernière petite question pour toi, Ingrid. C'est, bon, avec la pandémie, on a vu que l'omniprésence d'Internet et les livres en ligne, c'est très populaire. Donc, mais selon toi, est-ce que les livres version papier ont encore la cote de nos jours? Mais oui, c'est que Oui. c'est pas la même fonction. C'est vrai qu'un livre électronique, un livre en ligne, c'est très pratique au niveau pédagogique. Puis avec la pandémie, là, on l'a vécu beaucoup. Là, il y a vraiment une grande utilité. C'est versatile aussi pour nos élèves là, qui ont des difficultés d'apprentissage, qui ont besoin d'adaptation aussi. Mais le contact avec un livre papier ne peut pas être remplacé. Puis les études disent en fait qu'aujourd'hui, tout âge confondu, à peu près 80% des lecteurs privilégient la lecture papier versus la lecture Oui, électronique. un gros pourcentage. Oui, oui, tout à fait. En fait, au départ, c'était pas ça, mais c'est vrai qu'il y avait l'effet de nouveauté. Fait que quand c'était neuf, ben c'est sûr qu'il y avait un petit engouement, puis les gens trouvaient ça le fun, mais un coup, l'engouement est passé. Puis aujourd'hui, ben, tout le monde a une tablette, un téléphone, etc., etc. Mais un coup, l'engouement est passé, ben, je veux dire, ce facteur-là, le facteur nouveauté, est plus là, et tout ce qui reste, c'est le livre numérique versus le livre papier. Et le livre papier remporte encore la palme. Fait que oui, bien sûr, en éducation, du livre électronique, c'est donc pratique, on veut ça. Mais le plaisir de lire, ça passe encore en livre papier. Oui. Mais même pour moi, c'est tangible un livre, donc on dit que tu le vis en lisant. Donc. Absolument. Bon, ben, c'est parfait. Ben, je te remercie beaucoup pour nous avoir donné beaucoup de suggestions et nous avoir éclairé sur le sujet de la littérature jeunesse. Ça m'a fait plaisir. Merci. Oui, donc s'il y a des nouveautés ou quelque chose, est-ce que tu serais intéressé à venir nous en parler ou au niveau de la littérature jeunesse toujours? Absolument, ça me ferait plaisir. Bon, ben, parfait, ça va nous faire plaisir aussi. Donc, je te remercie beaucoup et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.